Laissez-nous à présent vous conter une histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. C'est le d'un trop épris malin qui croyait prendre, mais qui malgré les feintes a fini par se pendre. Lui qui raillait les cornes des maris trop fiers ne passe plus les portes aujourd'hui comme en enfer. Voilà qu'il confia à un ami fidèle au début de la fin de sa chute cruelle, en sachant pas les mots. Chacun a sa méthode. En femme comme en tout, je veux suivre ma mode. Je me vois riche assez pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi. Un air doux et posé parmi d'autres enfants m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. 4 ans. Une très jeune enfant. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il lui vint la pensée. Et la bonne paysanne, apprenant son désir, à sauter cette charge eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, il la fit élever selon sa politique. C'est-à-dire, ordonnant quel soin l'on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente. Et quand je l'ai vue à tel point innocente, que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Il l'a donc retirée. Et comme sa demeure à son sorte de monde est ouverte à toute heure, il l'a mise à l'écart. Comme il faut tout prévoir. Dans cette autre maison, où nul ne le vient voir, et pour ne point gâter sa bonté naturelle, il n'y tint que des gens tout aussi simples qu'elle. Qu'entendez-vous par simple? Imbécile, niais. Mais tout autant que toi! Du calme, s'il te plaît. Si tu ne veux point qu'à mon tour je ne m'épanche, ne pousse point le jeu plus long que n'est ton manche. Vous me direz, pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de sa précaution. Fuyant le cocufiage aussi bien que la mort, et voulant se garder de l'innommable sort, Arnolphe Non! De la souche! Car c'est la vanité de son nom de souche qui le fit roturier, le poussa à changer pour se faire appeler de la soupe. de la souche. De la souche! À la soupe! Tu penses donc à manger, toi? C'est faux, j'aime dormir aussi. Et puis je bois. Bref. De la souche, Arnolphe, comme vous voudrez l'appeler, lorsqu'il la sentit prête, conclut de la marier. Lorsqu'il l'a sentie prête, c'est-à-dire aussi sotte qu'un lapin de Garenne, ou qu'une chouette culotte. Mais c'était sans compter sur mon intervention. J'étais jeune alors. Fort. Beau et... Fort con! Fort bon, voulais-je dire, mais ma langue a glissé. Prends garde que je ne glisse ma main contre ta joue. Mais stoppons ces querelles et contons cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. Voilà! Ouvrez! On n'aura que, je pense, grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Qui heurte? Moi!
Georgette! Eh bien, Ouvre là-bas! vas-y, toi! Vas-y, toi! Ma foi, je n'irai pas! Je n'irai pas aussi! Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là-haut, je vous prie. Qui frappe? Votre maître. Quoi? C'est monsieur! Ouvre vite! Ouvre-toi! Je souffle notre feu! J'empêche ce porte-du-chat que mon moineau ne sorte! Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura point mangé de plus de 4 jours. Oh! Pour quelle raison y venir? Quand j'y cours, Pourquoi plutôt que moi? Le plaisant stratagème! ôte-toi donc de là! Non! Ôte-toi toi-même! Je vais ouvrir la porte! Et je vais l'ouvrir moi! Tu ne l'ouvriras pas! Ni toi non plus! Ni toi! Il faut que j'ai l'âme ici bien patiente. Au moins, c'est moi, monsieur! Je suis votre servante, c'est moi! Sans le respect de monsieur que voilà, je te empêche! Pardon! Voyez ce lourd-là. C'est elle aussi, monsieur! Que tout le monde se taise. Songez à me répondre. Et laissons la fadaise. Eh bien, alors, comment se porte-t-on ici? Monsieur, nous... Monsieur, nous nous formons... Dieu merci! Qui vous apprend, impertinente bête, à parler devant moi le chapeau sur la tête? J'ai tort. Faites descendre Agnès. Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Triste? Non. Non. Si fait. Et pourquoi donc? Oui. Je meurs. Elle vous croyait voir de retour à toute heure. Et nous n'aurions passé devant chez nous cheval, âne ou mulet. Qu'elle ne prie pour vous. La besogne à la main. C'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour de voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur, Dieu merci. Et moi de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Hors les puces qui m'ont la nuit inquiétée. Vous aurez sous peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Je ne puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites. Ah! Voilà qui est bien. Montez là-haut. Ne vous ennuyez pas. Je reviendrai tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes. Héroïne du temps, mesdames les savantes, je défie à la fois vos vers, vos romans, vos lettres, billets doux, toute votre science de valoir cette honnête et pudique ignorance. Ce n'est pas par le bien qu'il faut être ébloui, et pourvu que l'honneur soit. Que vois-je? Est-ce? Oui, je me trompe, Nuni. Si fait nous, c'est lui-même. Oh! Seigneur, Horace! non! Joie extrême! Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Oh!
Comme les enfants croissent en peu d'années. J'admire de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu pas plus grand que cela. Vous voyez? Mais de grâce, Oronde, votre père, mon bon et cher ami, que j'estime et révère, que dit-il? Que fait-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est écrit l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui s'en retourne dans ces lieux, avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non. Vous a-t-on pas dit comment on le nomme? Henrique. Non. Mon père m'en parle, et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu. Et m'écrit qu'en chemin, ensemble, ils se vont mettre. Pour un fait important que ne dit point sa lettre. J'aurai certainement grande joie à le voir, et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Mais il faut pour des amis des lettres moins civiles, et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prit la peine de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis en main saisir les gens par leurs paroles, et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. C'est m'obliger que d'en user ainsi, et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut! Donc le son se style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreux en citoyens, superbe en bâtiments, et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qui se fait à sa guise. Mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont dans ce pays de quoi se contenter. Car les femmes, ils sont faites à coqueter. Et l'on trouve d'humeur douce, et la brune, et la blonde, et les maris aussi, les plus bellins du monde. C'est un plaisir de prince. Et dès lors que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Mais peut-être en avez-vous déjà fait quelqu'une? Ne vous est-il point encore arrivé de fortune? Des gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne rien vous cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux une certaine aventure. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici de nouveau quelques contes gaillards. Ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce qu'au moins ces choses soient secrètes. Oh. Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis ouvert chez elle un doux accès. Et sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en forme de posture. Et c'est Un jeune objet qui loge en ce logis, dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Simple à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvu. C'est Agnès qu'on l'appelle. Ah, je crève. Pour l'homme, c'est, je crois, de la zousse, ou souche qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous point? À la fâcheuse pilule. Eh, vous ne dites mot. Eh oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous, quoi? Et c'est-à-dire oui? Jaloux à faire rire. Sans! Je vois qu'il en est ce qu'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir.
C'est un joli bijou, pour ne pas vous mentir, et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître, en dépit du jaloux. Et l'argent, que de vous j'emprunte. Avec franchise, n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts. Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin? Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessin que j'ai fait? Non! C'est que je songeais! Cet entretien vous lasse? Adieu, j'irai tantôt chez vous vous rendre grâce. Enfanté! De rechef, veuillez être discret et n'allez pas de grâce éventer mon secret. Que je sens dans mon âme! Et surtout à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Oh! Oh, que j'ai souffert durant cet entretien! Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien! Avec quelle hâte et quelle imprudence extrême il est venu conter cette histoire à moi-même! Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur, étourdi, montra-t-il jamais tant de fureur? Mais, ayant tant souffert, je devais me contraindre jusqu'à m'éclaircir de ce que je dois craindre, à pousser jusqu'au bout son caquet indiscret et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons à le rejoindre, il n'est pas loin, je pense. Tirons de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui peut m'en arriver. Et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver. Non, il n'est point aisé de pouvoir s'assurer d'une moitié fidèle et de son hyménée. Et les efforts qu'on fait pour les garder pour nous Poussent souvent les femmes à se moquer de nous. Quant aux maris folages, pour sûr ils sont légions, car les oiseaux sans cage atteignent leur raison. Si bien qu'il n'est pas rare qu'au détour d'un chemin, on croise la maîtresse d'un mari coquin, qui loin de se douter que sa femme a son tour, avec vous goûte à tous les plaisirs de l'amour. Ne manque pas pourtant, dès que revient le jour d'interdire à sa femme de montrer ses atouts. Pour sûr on est fidèle à nos lois, nos foi, mais on se leurre soi-même aussi bien que parfois on refuse de voir que parmi les dupés, si l'on est le second, On devient le premier. Mais, lorsque j'y pense, avantageux sans doute d'avoir perdu mes pas et pu manquer sa route, car enfin de mon cœur, le trouble impérieux ne put se refermer tout entier à ses yeux. Il fit éclater l'ennui qui me dévore, et je ne voudrais pas qu'il sût ce qu'il ignore. Mais je ne suis pas homme à gober le morceau et laisser un champ libre au vœu du damoiseau. J'en veux rompre le cours et sans tarder apprendre jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un véritable intérêt. Je la regarde en femme, au terme où elle en est. Elle a pu faillir sans me couvrir de honte, et tout ce qu'elle a fait, enfin, est sur mon compte. Éloignement fatal, voyage malheureux. Ah, monsieur, cette fois... Paix! Venez ça tous deux. Passez là! Passez là! Venez là! Venez, dis! Vous me faites peur et tout mon sang se fige. C'est donc ainsi qu'absent! Vous m'avez obéi! Tous deux de concert! Vous m'avez donc trahi! Ne me mangez pas, monsieur, je vous
Quelques chiens enragés l'a mordu, je m'assure. Ouf, je ne puis parler tant je suis prévenu. Je suffoque et voudrais pouvoir me mettre nu. Vous avez donc souffert. Ô canaille maudite, qu'un homme soit venu. Tu veux prendre la fuite? Il faut que je le chante. Si tu bouges, je veux que vous me disiez, oui, je veux que tous deux, quiconque ramura par la mort, je l'assomme. Comment est-ce que chez moi s'est introduit cet homme? Et parlez, dépêchez, vite, promptement, tout, sans rêver. Veut-on dire? Cœur me fond. Je meurs. Je suis en eau. Prenons un peu d'haleine. Il faut que je m'évente et que je me promène. Aurais-je deviné, quand je l'ai vu petit, qu'il croîtrait pour cela, ciel, que mon cœur pâtit. Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons de modérer notre ressentiment. Patience, mon cœur, doucement, doucement. Levez-vous. Non. Et à l'entrant, faites qu'Agnès descende. Arrêtez. Sa surprise en deviendrait moins grande. Du chagrin qui me trouble, ils iraient l'avertir. Et moi-même, je veux la les faire sortir. Que l'on m'attende ici. Mon Dieu, qu'il est terrible! Oh, ces regards m'ont fait peur, mais une peur horrible. Et jamais je ne vis un plus hideux chrétien. Ce monsieur l'a fâché. Je te le disais bien. Mais que diantre est-ce là qu'avec tant de rudesse, il nous fait, au logis, garder notre maîtresse? D'où vient qu'à tout le monde il veut-on la cacher? Et qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cette action le met en jalousie. Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie. Entends-tu bien, Georgette? Est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens autour d'une maison. Je m'en vais t'envoyer une comparaison afin d'en concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai comme tu tiens ton potage? Que si quelqu'un affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger. Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme la femme est, en effet, le... potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui! Mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec des bio, monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue. Qui n'en veut que pour soi. Si je n'ai la berlue, je le vois qui revient. Tes yeux sont beaux, c'est lui. On voit comme il est chagrin. C'est qu'il a de l'ennui. Un certain grec disait, à l'empereur Auguste, comme une instruction utile autant que juste, que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons avant tout dire notre alphabet, afin que dans ce temps la bile se tempère et qu'on ne fasse rien qu'on ne doive faire. J'ai suivi sa leçon sur le sujet d'Agnès, et je la fais venir en ce lieu tout exprès, sous prétexte d'y faire un tour de promenade, afin que les soupçons de mon esprit malade puissent, sur le discours, la mettre adroitement, et lui sondant le cœur, s'éclaircir doucement. Venez, Agnès, entrez.
La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage! Mais quoi, nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Et qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? Ces chemises, je pense. Et ces coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance, et comme chacun cause, quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous avez souffert sa vue et ses harangues. Je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement... Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres de près un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième, aussitôt repartant. D'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela, me ferait tenue, ne voulant point céder, et recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins si vil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits, longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne, afin de m'amuser des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. À suppos de Satan, exécrable damné. Moi j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours. C'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande. Et pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Oh, maudite sorcière, empoisonneuse d'âme, puisse l'en faire payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir.
Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. Et j'en dois excuser mon absence imprudente qui, sans guide, a laissé cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le panda, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non! Mais de sa vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas! Si vous saviez comme il était ravi! Comme il perdit son mal, sitôt que je le vis! Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette! Et l'argent qu'on a eu! Notre Alain et Georgette! Vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous! Oui! Mais que faisait-il, étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde! Il me disait des mots les plus gentils du monde! Des choses que jamais rien ne peut égaler! Et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans, remue certain je ne sais quoi, dont je suis tout émue. Au fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Mais, outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf. Et il m'a Quoi? pris Plaît-il? Je n'ose, il vous fâcherait peut-être contre moi. Non. C'est fait. Mon Dieu, non! Je donne votre Ma foi. foi, soit! Il m'a pris, vous serez en colère. Non! Si. Non, 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 non! Diantre que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban! Mais je voulais savoir s'il n'a rien fait que de vous baiser les bras! Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas! Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger si l'on lui demandait que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot. Ce qui est fait, est fait. Je sais que le galant, en vous flattant, ne désire que de vous abuser. Et puis après, sans rire. Au point, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écouter les sornettes, que de se laisser par eux à force de longueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous. Et la raison de grâce? La raison? La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie en goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut les goûter en toute honnêteté, et qu'en vous mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non! Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi, et pour vous marier, l'on me revoit ici. Est-il possible? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Oh, la chose serait de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Et oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés. Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir. Oh, cela vous fait donc rire. Oui. Oh, de vous voir bien content est ce que je désire. Hélas,
que je vous ai grande obligation et qu'avec lui... j'aurai de satisfaction Avec qui? avec là. Là? Là n'est pas mon compte! À vous choisir un mari, vous êtes un peu prompte, et c'est à notre amour que je vous tiens tout près. Et quant à ce monsieur-là, je prétends, s'il vous plaît, de le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce, que venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement, en lui jetant s'il heurte un gré par la fenêtre, l'obliger tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Hélas, il est si bien fait, je sais. Ah, tout le langage! Je n'aurais pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi C'est voulez-vous? assez. Je suis maître, je parle là, obéissez. Pour sûr, on est fidèle à nos lois, à nos foi, mais on se leurre soi-même aussi bien que parfois. On refuse de voir que parmi les dupés, si l'on est notre tour, On est bien la preuve. Oui, tout a bien été. Vous avez suivi là mes instructions à merveille, confondu en ton point le plomb d'un séducteur. Voilà à quoi sert un sage directeur. Votre innocence, Agnès, avait été surprise. Voyez sans y penser le mal où vous vous étiez mise. Vous enfiliez tout droit sans mon instruction le grand chemin d'enfer et de perdition. Mais encore une fois, grâce aux soins portés, vous vous en êtes sorti avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu lui lancer cette pierre qui, de tous ses desseins, a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne point différer les noces, où je vous dis qu'il faut vous préparer. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous soient salutaires. Un siège au frais. Ici. Vous, si jamais en rien... De toutes vos leçons, nous nous souviendrons bien. Cet autre monsieur-là nous en faisait à croire, mais... S'il entre jamais, je veux jamais de boire. Aussi bien est-ce un son, il nous a donné l'autre fois 2 écus d'or qui n'étaient pas de poids. Pour m'écouter, Agnès, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là. Regardez-moi là, durant tout cet entretien, et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée, contempler la bassesse où vous avez été, et dans le même temps, admirer ma bonté qui, de ce vil état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang
d'honorables bourgeoises. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage, et vous n'y montez pas ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance, et bien qu'on soit de moitié de la société, c'est de moitié pourtant nos points d'égalité. L'une est moitié suprême, et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui le gouverne, et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, un valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir est aussitôt de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que lorsque d'un doux regard il veut lui rendre grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredènes et de vous laisser prendre aux assauts du malin. C'est-à-dire d'ouïr aucun jeune à Blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet, il n'est point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là, ce ne sont pas des chansons, et du cœur vous devez dévorer vos leçons. Si votre âme les suit, et fuit d'être coquette, elle sera alors comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse faux bon, elle deviendra alors noire comme du charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, frais partage du diable, bouillir dans les enfers de toute éternité. Dont veuille nous garder la céleste bonté. Faites la révérence, ainsi qu'une novice par cœur au couvent doit savoir son office. Entrant en mariage, vous devez en faire autant. J'ai dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit là votre unique entretien. Voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime. Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime. Sous sa coiffe, en sortant comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux, elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Quatrième maxime. Or ceux dont ton mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui de galante humeur n'ont affaire qu'à madame, n'accommodent pas monsieur. Cinquième maxime. Il faut des présents des hommes qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Sixième maxime. Vous achèverez seul, et pas à pas tantôt.
Je vous expliquerai cela comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire, je n'ai qu'un mot à dire, et ne tarderai guère. Je ne puis en faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerai cette âme comme un morceau de cire entre mes mains ailées, et je puis lui donner la forme qui me plaît. Il s'en est fallu de peu que durant mon absence, on ne m'ait attrapé par ce trop d'innocence. Oh, que les femmes sont du diable bien tentées lorsqu'elles vont choisir ces têtes éventées. Et le voici. Cachons-nous toujours bien et tâchons de découvrir quel chagrin est le sien. Je reviens de chez vous, et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre. Mais j'irai tant de fois qu'enfin, quelques moments... Eh mon Dieu! N'entrons point dans ce vain compliment. Mettons donc sans façon. Eh bien, vos amourettes? Puis Seigneur aura savoir où vous en êtes. J'avais été distrait par quelques visions, mais depuis là-dessus, j'ai fait réflexion. De vos premiers progrès, j'admire la vitesse, et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est à mon amour arrivé du malheur. Oh, comment ça? La fortune cruelle a ramené des champs le patron de la belle. Quel malheur! De plus, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. D'où viendras-tu si tôt après cette aventure? Je ne sais, mais enfin c'est une chose sûre. Je pensais aller rendre, à mon heure à peu près, ma petite visite à ces jeunes attraits, lorsque, changeant pour moi de ton et de visage, et servanté, valet m'ont bouché le passage, et d'un « Retirez-vous, vous nous importunez !» m'ont assez rudement fermé la porte au nez. La porte au nez? Au nez! La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte, mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « Vous n'entrerez pas, monsieur l'a défendu. » Ils n'ont donc point ouvert. Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître, en me chassant de là d'un ton plein de fierté, accompagné d'un grès que sa main a jeté. Comment? D'un grès? D'un grès de taille non petite, dont on a par ses mains régalé ma visite. Diantre! Ce ne sont pas des prunes que cela, et je trouve fâché l'état où vous voilà. Il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Certes, j'en suis fâché pour vous. Je vous proteste. Cet homme me rompt tout. Oui, mais cela n'est rien. Et de vous raccrocher, vous trouverez moyen. Il faut bien essayer par quelque intelligence de vaincre du jaloux l'exacte vigilance. Cela vous est facile. Et après tout, la fille vous aime. Assurément. Vous en viendrez à bout. Je l'espère. Le grès vous a mis en déroute, mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon homme était là, qui sans se faire voir conduisait tout cela. Mais ce qui m'a surpris, et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté, et qu'on n'attendrait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Il rend agile à tout l'âme la plus pesante, et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès, car, tronçons avec moi, par ces termes, exprès. Retirez-vous, moi-même aux visites renonce. Je sais tous vos discours, et voilà ma réponse. Cette pierre, ou ce grès, dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre est tombé à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. D'une telle action n'êtes-vous pas surpris? L'amour, c'est-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Et peut-on me nier que ces flammes puissantes ne fassent dans un cœur des choses étonnantes? Que dites-vous du tour? Et de ce mot décrit? N'admirez-vous pas cette adresse d'esprit? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Oui, fort plaisant. Riez-en donc un peu.
Ah ah. Ah ah. Ah ah. Cet homme gendarmé d'abord contre mon feu, qui chez lui se retranche et de greffe et parade, comme si j'y voulais entrer par l'escalade. Qui pour me repousser dans son bizarre effroi, anime du dedans tous ces gens contre moi, et qu'abuse à ses yeux par sa machine même, celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je vous l'avoue, encore que son retour en un grand embarras jette ici mon amour. Je tiens cela plaisant autant qu'on saurait dire. Et ne plus y songer sans de mon cœur en rire. Et vous n'en riez pas assez à mon avis. Pardonnez-moi. J'aurai tout autant que je puis. Mais il faut qu'en ami je vous montre sa lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su lui mettre. Mais en termes touchants et tout pleins de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité, de la manière, enfin, que la pure nature exprime de l'amour, la première blessure. Voilà, friponne, à quoi l'écriture te sert? Et contre mon dessein, l'art t'en fut découvert. Je veux vous écrire, et je suis bien en peine, par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous sussiez, mais je ne sais comment faire pour vous les dire. Et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître que l'on m'a toujours tenue dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous, et que je serai bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin, je ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrais que cela se pût faire sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut point écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous, et je suis si touchée de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qu'il en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde. Si vous me trompiez. Et je pense que j'en mourrais de déplaisir. En chienne! Qu'avez-vous? Moi? Rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus beau naturel peut-il se faire voir? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de gâter méchamment ce front d'âme admirable, d'avoir dans l'ignorance et la stupidité voulu de cet esprit étouffer la clarté? L'amour a commencé d'en déchirer le voile. Et si, par la faveur de quelque bonne étoile, je puis, comme je l'espère, à ce front animal, ce bourreau, ce traître, ce faquin, ce brutal! Adieu! Comment si vite? Il m'est venu dans la pensée tout maintenant une affaire pressée. Mais ne sauriez-vous point comment on la tient de près qui, dans cette maison, pourrait avoir accès? J'en use sans scrupule. Et ce n'est point merveille qu'on se puisse, entre amis, servir à l'appareil. Je n'ai plus là-dedans que gens pour m'observer. Et servantes et valets que je viens de trouver n'ont jamais, de quelque air que je m'y sois pu prendre, adouci leur rudesse à me vouloir entendre. J'avais pour de tels tours certaines vieilles en main, d'un génie, à vrai dire, au-delà de l'humain. Elle m'a dans l'abord servi de bonne sorte. Mais depuis, par malheur, la pauvre femme est morte. Ne me pourriez-vous point ouvrir quelques moyens? Non, vraiment. Et sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez ce que je vous confie. Comme il faut devant lui, que je me mortifie. Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant. Quoi? Pour une innocente, un esprit si présent? À la fin d'être telle à mes yeux, la traîtresse, où le diable a soufflé en son âme cette adresse. Elle n'a ni parents,
ni support, ni richesse. Elle trahit mes soins, mes bontés, ma tendresse. Et cependant, je l'aime. Après ce lâche tour, jusqu'à ne pouvoir me passer de cet amour. Sans, n'as-tu point de honte? Ah, je crève, j'enrage, je soufflerai 1000 fois mon visage. Il faut que j'entre un peu, mais seulement pour voir quelle est sa contenance après un trait si noir. Ciel, faites que mon front soit exempt de disgrâce, ou, s'il est écrit qu'il faille que j'y passe, que l'on me donne au moins, pour de tels accidents, la constance qu'on voit à de certaines gens. Non, il n'est point aisé de pouvoir s'assurer d'une moitié fidèle de son hyménée. Et les efforts qu'on fait pour les garder pour nous poussent souvent les femmes à se moquer de nous. Quant aux maris volages, pour sûr ils sont légions, car les oiseaux sans cage atteignent leur raison. Si bien qu'il n'est pas rare qu'au détour d'un chemin, on croise la maîtresse d'un mari coquin, qui loin de se douter que sa femme, à son tour, avec vous, goûte à tous les plaisirs de l'amour. Ne manque pas pourtant, dès que revient le jour, d'interdire à sa femme de montrer ses atouts. Pour sûr on est fidèle à nos lois, à nos foi, mais on se leurre soi-même aussi bien que parfois on refuse de voir que parmi les dupés, si l'on est le second, on est bien le premier. On refuse de voir que parmi les dupés, Si l'on est le second, On est bien le premier. De quelle heure la traîtresse a soutenu ma vue? De tout ce qu'elle a fait, elle n'est point émue. Eh bien, qu'elle me mette à 2 doigts du trépas, on dirait à la voir qu'elle n'y touche pas. Plus en la regardant, je la voyais tranquille, plus je sentais en moi s'échauffer une bile. Et ces bouillants transports dont s'enflammait mon cœur, ils semblaient redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle. Et cependant, jamais je ne la vis si belle. Jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants. Jamais je n'eus pour eux des désirs si pressants. Et ce sont bien là-dedans qu'il faudra que je crève, si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Toi, j'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution, afin qu'un jeune fou dont elle s'amourache me l'avait noté jusque sur la moustache, alors qu'elle est mariée avec moi à demi. Non, parbleu, non, parbleu, petit sot, mon ami. monsieur, Approchez. Vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis, et j'en sais la nouvelle. Il faut de votre part faire une telle garde que le galant ne puisse en aucune façon. Vous nous avez montré tantôt notre leçon. Mais à ces beaux discours, gardez-vous bien de vous rendre. oh, vraiment, Nous savons comme il faut s'en défendre. S'il venait doucement. Alain, mon pauvre cœur, par un peu de secours, soulage ma langueur. vous êtes un sot. Bon! Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes Anigo. Bon! Quel mal vois-tu dans un dessein honnête et plein de vertu? Vous êtes un fripon. Fort bien! Maman est sûre, si tu ne prends pitié des peines que j'endure. Un bonnet, un impudent. Fort bien! Mais je ne suis pas homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert,
en garder la mémoire. Cependant, par avance, Alain, voilà pour boire. Et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon. Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie, enfin, dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. Pour cela. D'ici. Bon. Voilà. C'est assez! Fais-je pas comme il faut? Et c'est la façon que vous voulez l'entendre? Oui, fort bien. Hormis l'argent qu'il ne fallait point prendre. Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Voulez-vous qu'à l'instant, nous recommencions? Point. Il suffit. Rentrez tous deux. Vous n'avez rien qu'à dire! Non, vous dis-je. Rentrez, puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout. Et secondez mes soins. Dans la maison, toujours je prétends la tenir. Y faire bonne garde, et surtout en bannir vendeuse de rubans, perruquière, coiffeuse, faiseuse de mouchoirs, gantière, revendeuse. Tous ces gens qui, sous main, travaillent chaque jour à faire réussir les mystères d'amour. Mais je connais le monde, et j'en sais les finesses. Il faudra que mon homme ait de grandes adresses, si message ou poulet de sa part peut entrer. La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens de l'échapper bien belle, je vous jure. Au sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure, seul dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès, qui des arbres prochains prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais, à peine tous deux dans sa chambre étions-nous, qu'elle a sur les degrés entendu son jaloux. Et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord. Je ne le voyais pas, mais je l'oyais marcher sans rien dire à grands pas, poussant de temps en temps des soupirs pitoyables, donnant quelquefois de grands coups sur les tables, frappant un petit chien qui pour lui s'émouvait, jetant brusquement les hardes qu'il trouvait. Il a même cassé d'une main mutinée des vases, dont la belle ornait sa cheminée. Et sans doute il faut bien qu'à ce bec cornu du trait qu'elle a joué quelques jours soit venu. Enfin, après 100 tours, ayant de la manière sur ce qu'il en peut mais décharger sa colère, mon jaloux, inquiet, sans dire son ennui, est sorti de la chambre, et moi, de mon étui. Nous n'avons pas voulu de peur du personnage risqué à nous tenir ensemble davantage, c'était trop hasardé. Mais, je dois cette nuit dans sa chambre un peu tard m'introduire sans bruit. En toussant par 3 fois, je me ferai connaître. Je dois au signal voir ouvrir la fenêtre, dont avec une échelle et secondée d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre. Et goûte-t-on 100 fois un bonheur trop parfait, on n'en est point content si quelqu'un ne le sait. Vous prendrez part, je pense, à l'heure de mes affaires. Adieu. Je vais songer aux choses nécessaires. Quoi? L'astre qui s'obstine à me désespérer ne me laissera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je verrai par leur intelligence, de mes soins vigilants, confondre la prudence, et je serai la dupe en ma maturité d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste, et cette nuit qu'on prend pour le galant exploit ne se passera pas si aisément qu'on croit. Ce n'est que quelques plaisirs, parmi tant de tristesse,
que le monde avide du piège qu'on me dresse, et que cet étourdi qui veut m'être fatal fasse son confident de son propre rival. Pour sûr, on est fidèle à nos lois, à nos foi, mais on se leurre soi-même aussi bien que parfois. On refuse de voir que parmi les dupés, Si l'on est le second, On est bien le premier. Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. Je suis édifié par votre affection. Mais il faut qu'elle éclate ici en cette occasion, et si vous m'y servez selon ma confiance, vous êtes assuré de votre récompense. L'homme que vous savez, n'en faites point de bruit, veut, comme je l'ai su, m'attraper cette nuit dans la chambre d'Agnès, entrée par escalade. Mais il lui faut, nous trois, dresser une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton. Et dès qu'il sera près du dernier échelon, car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre, que tous deux, à l'envie, vous me chargez ce traître, mais d'une manière dont son dos en garde le souvenir, et qu'il lui puisse apprendre à n'y plus y revenir, sans me nommer pourtant en aucune manière, ni faire aucun semblant que je serai derrière. Aurez-vous bien l'esprit de servir mon courroux? si nous t'es qu'à frapper, monsieur, tout est à nous. Vous verrez quand je passe, si j'y vais de main morte. La mienne, quoi qu'aux yeux, elle n'est pas si forte. N'en quitte pas sa part à le bien étrier. Rentrez donc! Et surtout, gardez bien de babiller. Voilà pour le prochain une leçon utile. Si tous les maris qui sont en cette ville, de leurs femmes, ainsi recevaient le galant, le nombre de cocus ne serait pas si grand. Cette violence! Nous vous avons rendu, monsieur, obéissance. Cette excuse en vain, vous voulez vous armer? L'ordre était de le battre, et non de l'assommer. Et c'était sur le dos et non sur la tête que j'avais commandé qu'on fiche à la tempête. Ciel, dans quel accident me jette ici le sort? Et que puis-je résoudre à voir cet homme mort? Rentrez à la maison. Et surtout, gardez-vous de ne rien dire de cet ordre innocent que j'ai pu vous prescrire. Le jour s'en va paraître, et je vais consulter comment dans ce malheur je dois me comporter. Hélas, que deviendrai-je? Et que dira le père lorsqu'inopinément il sera cette affaire? Faut que j'aille reconnaître un peu qui c'est. Ils t'ont jamais prévu. Bon, qui va là, s'il vous plaît? C'est vous, Seigneur Arnold? Oui, mais vous? C'est Horace! Je m'en allais chez vous, vous priez d'une grâce. Vous sortez bien matin. Quelle confusion! Est-ce un enchantement
Est-ce une illusion? J'étais à dire vrai dans une grande peine. Et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'à point nommé je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi. Et même beaucoup plus que je n'eusse osé dire. Et par un incident qui devait tout détruire. Une chute, aux dépens de quelques meurtrissures, de 20 coups de bâton m'a sauvé l'aventure. Ces gens-là, dont était, je pense, mon jaloux, ont imputé ma chute à l'effort de leur coup. Je vous laisse à penser si dans la nuit obscure, j'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effroi, et comme je songeais à me retirer, moi, de cette feinte mort, la jeune Agnès émue, avec empressement est de vers moi venue. Car les discours qu'entre ces gens avaient tenus, jusque à son oreille, étaient d'abord venus, et pendant tout ce trouble, étant moins observée, du logis aisément elle s'était sauvée. Mais me trouvant sans mal, elle a fait éclater des transports difficiles à bien représenter. Que vous dirais-je enfin? Cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi, et de tout son destin, s'est commise à ma foi. Mais d'un trop pur amour, mon âme est embrasée. J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse en vos mains mettre cette belle. Que dans votre maison, en faveur de mes feux, vous lui donniez retraite. Au moins un jour ou deux. Outre qu'aux yeux du monde, il faut cacher sa fuite et qu'on en pourra faire une exacte poursuite, vous savez qu'une fille aussi, de sa façon, donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, que j'ai fait de mes feux l'entière confidence, c'est à vous seul aussi, comme ami généreux, que je puis confier ce dépôt amoureux. Je suis, n'en doutez point, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant office? Très volontiers, vous dis-je. Je me sens ravir de l'occasion que j'ai de vous servir. Je rends grâce au ciel de ce qui me l'envoie. Je n'ai jamais rien fait avec si grande joie. Que je suis redevable de toutes vos bontés. J'avais de votre part craint des difficultés, mais vous êtes du monde. Et dans votre sagesse, vous savez excuser le feu de la jeunesse. Si je l'apprends ici, l'on me verra peut-être. Et si chez moi vous veniez apparaître, des valets causeront. Pour jouer au plus sûr, il faut me l'emmener dans un endroit plus obscur. Mon allée est commode, et je l'y vais attendre. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main. Et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Infortune, ce trait d'aventure propice répare tous les maux que m'a fait ton caprice. Ne soyez point en peine où je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous loger avec moi, ce serait tout détruire. Entrez dans cette porte et laissez-vous conduire. Pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie à revenir bientôt. Je suis assez pressé par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois pas, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Hélas, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi? Vous pourriez douter de mon amour extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah! On me tire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, qu'en seul lieu nous soyons vus tous deux. Et le parfait ami de qui la main vous presse suit le zèle prudent qui pour nous l'intéresse. Mais suivre un inconnu. N'appréhendez rien entre de telles mains, vous ne serez que bien. Je me trouverai mieux entre salles d'orage. Le jour... Attendez. Dieu! Le jour me chasse. Quand vous verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusqu'à ce moment. Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence. Et je puis maintenant dormir en assurance. Venez! Ce n'est pas là que je vous logerai. Et votre gîte ailleurs est par moi préparé. Je prétends, lieu sûr, mettre votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage friponne, dans cette occasion rend vos sens effrayés. Et c'est à contre-cœur qu'ici,
vous me voyez, je trouble en ses projets, l'amour qui vous possède. N'appelez pas des yeux le galant à votre aide, il est trop éloigné pour vous porter secours. Si jeune encore, vous jouez de ces tours. Et votre simplicité, qui semble sans pareil, demande si l'on fait des enfants par l'oreille. Et vous savez donner des rendez-vous la nuit, et poursuivre un galant, vous évader sans bruit. Du Dieu, comme avec lui votre langue cajole, il faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école. Qui diantre vous en a donc tant appris, vous ne craignez donc plus de trouver des esprits, et ce galant la nuit vous a donc enhardi. Ah, coquine, en venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, suivre un tel dessein, petit serpent, que j'ai réchauffé dans mon sein, et dès qu'il se sent, par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous? Tu sais grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons. Et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais vous parlez franchement entre nous. Il est plus pour cela, selon mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible. Et vos discours en font une image terrible. Mais hélas, il le fait, lui, si rempli de plaisir que de se marier, il donne des désirs. C'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Le deviez-vous aimer, impertinente. Hélas, est-ce que j'en puis, mais lui seul en est la cause. Et je n'y songeais pas lorsque ce fut la chose. Il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Mais ne savez-vous pas que c'était me déplaire? Moi? Point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas, ce comte? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne pas m'aimer, Madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer, que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer. Je ne vous en ai pas empêché que je pense. Je me suis efforcé de toute ma puissance, et des soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment? Il en sait donc là-dessus plus que vous, car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez comme répond et résonne la vilaine. Peste, une précieuse en dirait-elle plus? Ah, je l'ai mal connue. Ma foi là-dessus, une sotte en sait plus que le plus habile homme. Puisqu'en raisonnement votre esprit se consomme, la belle raisonneuse, est-ce qu'ainsi longtemps je vous aurais nourri pour lui à mes dépens? Non, il vous rendra tout jusqu'au dernier double. Et de certains mots où mon dépit redouble, me rendra-t-il coquine, avec tout son pouvoir, les obligations que vous pouvez m'avoir? Je ne vous en ai pas d'aussi grande récompense. Ne serait rien que les soins d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment, et m'avez fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte, et qu'enfin dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même j'en ai honte, et dans l'âge où je suis, je ne peux plus passer pour sotte si je puis. Vous fuyez l'ignorance, et vous voulez quoi qu'il en coûte apprendre du blondin quelque chose? Sans doute, c'est de lui que je sais ce que je puis savoir, et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade. Ma main de ce discours ne venge la bravade. J'enrage quand je vois sa piquante froideur, et quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas, vous le pouvez si cela peut vous plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère et produit un retour de tendresse de cœur qui de son action m'efface la noirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour ces traîtresses, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection. Ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant et leur âme fragile. Il n'y a rien de plus faible, de plus imbécile, rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix.
Va, petite traîtresse, je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon, en revanche, aime-moi! Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux, si tu veux. Écoute, ce soupir amoureux, quoi, ce regard mourant, contemple ma personne et quitte ce morveux, et l'amour qu'il te donne, c'est quelque chose qu'il faut qu'il ait jeté sur toi, et tu seras 100 fois plus heureuse. Avec moi! Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu le seras toujours. Va, je te le proteste. Sans cesse, nuit et jour, je te bouchonnerai, je te caresserai, baiserai, mangerai. Tu comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique pas. Et cela est tout dire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je te donne? Ingrate! Veux-tu me voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui, dis ce que tu veux. Je suis tout prêt, ingrate, à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. Oh, c'est trop me braver, trop pousser mon courroux. Je suivrai mon dessein, bête trop indocile, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout. Mes acquis de couvent me vengera de tout. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble qu'Agnès et le corps mort se sont allés ensemble. La voici. Dans ma chambre, elle est menalichée. Ce n'est pas là qu'il viendra la chercher, puis c'est seulement pour une demi-heure. Je vais, pour lui donner une sûre demeure, trouver une voiture. Enfermez-vous des mieux, et surtout, gardez-vous bien de la quitter des yeux. Peut-être que son âme étant dépaysée, pourra de cet amour être désabusée. Je viens vous trouver, accablé de douleur. Le ciel, Seigneur Arnolphe, a comblé mon malheur. Et par un trait fatal d'une injustice extrême, on me veut arracher de la beauté que j'aime. On vient de m'informer, au moyen d'une lettre, du malheur infini que je vous fais connaître. Mon père m'a marié, sans prévenir de rien, et compte m'imposer ce détestable lien. Songez en prenant part à mon inquiétude s'il pouvait m'arriver un contretemps plus rude. C'est Henri dont hier je m'informais à vous, cause de tout le malheur dont je ressens les coups. Il va avec mon père achever ma ruine, et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. J'ai, dès les premiers mots, pensé m'évanouir. Et d'abord, sans vouloir un plus longtemps les lire, mon père ayant parlé de vous écrire aussi, l'esprit plein de frayeur, je suis venu ici. Quoi qu'il vous dise enfin, songez à la détresse que susciterait en moi une si pénible messe, et tâchez, puisqu'en vous il prend grande créance, de le dissuader de cette autre alliance. Oui, dame! Conseillez-lui de différer un peu et rendez en ami ce service à mon Je père. n'y manquerai pas! C'est en vous que j'espère. Fort bien! Et je vous tiens mon véritable père. Dites-lui que mon âge... Oh, voici la lettre. C'est en vos seules mains que je remets mon être. Tenez, c'est pour vous. N'ayez aucun soupçon. Tout le monde saura venir à la raison. Ce bout de papier vous met bien en liesse. C'est que je sens à le lire une grande allégresse. Vos doux voeux à cet hymen résistent. Votre cœur prévenu n'y voit rien que de triste. De détourner un père, vous venez me mander. Et moi, tout le conseil que je puis lui donner, c'est de ne pas souffrir que ce ne se diffère et de faire valoir l'autorité de père. Tant mieux, Seigneur Arnolphe. Ce nom les gris, c'est Monsieur de la Souche, te l'a déjà dit. N'importe. Tange. Eh oui, et c'est là le mystère. Et vous pouvez deviner de ce que je vais faire. En quel trouble. Monsieur, si vous n'êtes auprès, nous aurons de la peine à retenir Agnès. Elle veut à tout coup s'échapper. Et peut-être qu'elle se pourrait bien jeter par la fenêtre. Faites-la moi venir. Aussi bien de ce pas prétends-je l'emmener. Ne vous en fâchez pas.
Un bonheur continu rendrait l'homme superbe, et chacun son tour, comme dit le proverbe. Quels mots peuvent aussi égaler mes ennuis, et s'est-on jamais vu dans l'abîme où je suis? Pressons vite le jour de la cérémonie. J'y prends part, et déjà moi-même je m'en prie. C'est bien notre dessein. Venez, belle, venez, qu'on ne saurait tenir et qui vous mutinez. Voici votre galant, à qui pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. Adieu. L'événement trompe un peu vos souhaits, mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits. Me laissez-vous rassembler de la sorte? Je ne sais où j'en suis dans ma douleur et forte. Allons, causeuse, allons. Je veux rester ici! Mais... Avez-vous lu au moins cette lettre-ci? J'y allais de ce pas, et même à haute voix, afin que chacun entende un discours qui fait foi. Ce sont les politesses et les cérémonies. C'est pour marier un fils qu'ici je vous écris. Et j'ai besoin de vous. Oui, car c'est en vos murs que l'hymen a duré et devra se conclure. Car si vous savez tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit? La fille qu'autrefois, de l'aimable Angélique, sous des liens secrets, eut le seigneur Henrique. Quoi? D'un hymen secret, la belle eut une fille dont on cachait le sort à toute la famille, et qui, sous de fins noms pour ne rien découvrir, par son époux au champ, fut donnée à nourrir. Et dans ce temps, le sort lui déclarant la guerre l'obligea de sortir de sa natale terre et d'aller essuyer 1000 périls divers dans ces lieux séparés de nous par tant de mers. Et de retour en France, il a cherché d'abord celle à qui, de sa fille, il confia le sort. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'en vos mains, à 4 ans, elle l'avait remise. Et qu'elle l'avait fait sur votre charité par un accablement d'extrême pauvreté. Oh. Vous avez à présent pu ouïr cette histoire. Elle fut fort étonnante et difficile à croire. Elle entraîna un fou dans un regret cruel dont les lamentations sont restées éternelles. Quant au fameux objet qui portait tant d'espoir, si jamais elle fut mienne, vite, elle eut d'autres gloires. Elle partit un beau jour compter d'autres étoiles. Et cela sans malice et sans penser à mal. Je n'en dirai pas plus. Tant mieux, car à vrai dire, ce qu'elle côta de vous porterait à rougir. N'en dites pas trop, Alain, monsieur est notre maître. Est-ce ma faute enfin s'il n'a pas su la mettre au pli? Pas su la mettre au pli. Ce que j'en dis... Si n'en disais rien, Alain, mon bon ami. Georgette, Calmons-nous les enfants! Cessons de babiller, réfrénons notre sang. Terminons cette histoire. Ravalons notre ville. Cessons de palabrer comme des imbéciles. Car... jamais en ce monde parmi les infidèles on ne croise la beauté qui se trouvera si belle. Et celui qui dira qu'il y est insensible, je cacherai ma main qu'il n'a pas lu sa Bible.